Bonsoir à tous, bienvenue pour ce nouvel épisode, l'épisode 10 des Seigneurs de la F1. Alors aujourd'hui c'est la rentrée. On revient après une pause estivale où tout le monde a pu se reposer, où Red Bull a pu renforcer et où Ferrari a toujours pas compris ce qu'était une stratégie de course. Du coup, on va débriefer de ce Grand Prix, on va aussi parler tactique, en vous apprenant un peu des petits langages techniques, aussi tout ce qui s'est passé durant ce Grand Prix de Spa pour bien le débriefer. Et puis on va aussi, sur le live, vous verrez des petites images de dépassement, de ce qui s'est passé. Donc aujourd'hui, je suis honoré de retrouver mes confrères après cette pause estivale. Coucou à Jonas, qui ne sera pas notre animateur ce soir. On, on lui envoie toute notre force et des bisous. Euh, alors aujourd'hui, Yo-Yo, comment ça va? Est-ce que tu as kiffé le Grand Prix? Est-ce que tu as aussi kiffé les 4 heures de Barcelone, qui étaient assez complets? Comment tu vas? Alors moi ça va, donc j'ai très heureux de vous retrouver aussi après cette petite période estivale, enfin très longue quand même, parce que quand il n'y a pas de F1 on s'ennuie un peu. Et sinon ouais j'ai kiffé déjà les 4 heures de Barcelone, le départ mémorable avec pas mal de crash. On voit aussi qu'il y a aussi pas mal de petites erreurs quand il y a des monoplaces, pas des monoplaces mais des voitures avec des puissances assez différentes, LMP2, LMP3 et GT. Euh, Toujours un plaisir, c'est vrai que 4 heures de Barcelone, même s'il n'y a pas de prototype, enfin d'hypercar, justement, c'est ce qui fait plaisir, c'est de voir des voitures qui peuvent se battre et tu ne sais pas quelle voiture va gagner. Et c'est vraiment ce qui fait plaisir. Dommage pour nos chers Iron Dam qui ont abandonné assez rapidement Ouais. et sur lesquels je mettais une petite pièce en GT pour gagner la course. Ouais, pour Oui, rappeler, pour ceux qui nous écoutent, du coup, les 4 heures de Barcelone, c'est des compétitions mélangées entre plusieurs catégories de voitures. Donc vous avez des catégories, limite, c'est des supercars, si je ne me trompe pas, pour les ouais, Lamborghini, Ferrari. Et ça va jusqu'aux voitures qu'on peut voir aussi plus typées Le Mans, qu'on pourrait dire ce qu'on appelle les LMP2, LMP3, où c'est des voitures vraiment faites pour la course, plus d'endurance. Et du coup, si je ne me trompe pas, les 4 heures de Barcelone, c'est bien compris dans ce qu'on appelle le championnat Le Mans Series. Donc ça compte pour c'est un ça. championnat Le Mans Series. Et du coup, il y a une suite de circuits comme ça qui se déroulent sur 4 heures. Donc il y a 4 heures de compétition. Et tout le monde roule ensemble. Donc en fait, on peut retrouver des catégories complètement différentes. Et ça crée des situations où en fait, il y a des accidents, il y a des touchettes, parce qu'il y a plusieurs courses dans la course. Donc ça crée des situations improbables. Et si je me souviens bien aussi, dans ce style de course, il y a ce qu'on appelle des pilotes bronze, qui sont en fait des pilotes qui C'est sont amateurs, enfin qui sont de très bons pilotes, mais qui ont un job à côté, qui ne sont pas pilotes professionnels, qui s'occupent en fait d'autres choses dans la vie courante et ils viennent piloter en fait une voiture de course en mode relais. Donc en fait en endurance, vous avez trois pilotes, je crois, c'est ça, Yo-Yo? ouais, ça dépend des courses, des jours de la course. Et on est entre 2 et 4 pilotes. D'accord. Bah, du coup, ouais, vous avez entre 2 et 4 pilotes qui vont se faire des relais autour des 4 heures. Donc, par exemple, au Mans, c'est 24 heures, comme Et donc là, pour ils les sont 24 4 heures. là, ouais. Et là, il y a 4 heures de course. Euh, donc là, c'était un Grand Prix, on va dire, assez spécial. Et c'est toujours fun à regarder parce que vous avez des, des petites touchettes, on va dire, avec des voitures qui sont même pas dans la même catégorie, mais où tout le monde un peu se gêne à certains moments. Bah, merci. Euh, De rien. Alex, comment ça va en vacances? Est-ce que t'as pas pris trop de coups de soleil? Est-ce que tu t'es pas trop, on va dire, enragé contre ce Grand Prix encore magnifique de Ferrari? Bah écoute, non, j'ai pas trop de coups de soleil, mais s'il fait beau dans le sud. C'était intéressant parce que j'avais des amis qui étaient là et donc moi j'étais comme un fou à mettre la télé pour regarder le Grand Prix. Donc il y en avait qui découvraient le monde de la F1 et en fait ils ont été abasourdis quand il y avait la caméra intérieure dans le casque de Sainz, quand au moment où tu arrives sur eau rouge et avec vraiment la taille de l'immeuble, le virage, ils se sont dit ah ouais quand même ils sont assez balèzes.
Moi, je trouve que c'est un super tracé. C'est super ce qu'ils ont fait avec le nouveau circuit, avec les changements pour essayer de le rendre un peu plus sécurisant, avec tous les crashs qu'il y a eu les années précédentes. Donc, pour information, ils ont refait un petit peu le tracé, donc la fameuse montée de Spa, car il y avait eu quand même pas mal d'accidents, qui s'y produisaient. Donc ils ont alors dans une partie, ils ont mis une sorte de bac à sable un peu au loin pour éviter, pour ralentir un peu tout ça. Je le trouve vraiment beaucoup plus sympa. Et ce que j'ai bien aimé dans ce Grand Prix, c'est qu'il y a eu beaucoup de flashbacks d'ancienne époque que tu peux montrer comme en vidéo. Donc des doubles dépassements, des choses comme ça par l'extérieur, limite sur l'herbe comme nous a fait Albon. Je trouvais ça génial et surtout, il faisait beau. Donc ça fait plaisir de voir un Grand Prix de Spa où il fait beau. C'est très rare et au moins de le voir du début jusqu'à la fin. Donc c'était assez sympa. Et après, bon, bah, Ferrari, je le dirai jamais assez. Ils proposent une stratégie et là, c'était assez bien. C'est parce que c'est Leclerc qui disait: «Bah non, en fait, moi, j'ai envie de continuer 5 tours, on va voir et après, nous serons ravis de pouvoir, continuer 5 tours, voir ce que ça va donner avec ta stratégie. Ah, finalement, ça commence peut-être à marcher, quoi». Donc bon, le stratégiste Ferrari a encore un peu de boulot à faire sur F1 Manager. Donc, comme c'est sorti, il va pouvoir s'entraîner, de façon très intense pendant toute la semaine avant Zandvoort. Et toi, Nico, qu'est-ce que t'en as pensé du coup de ce Grand Prix? Moi, en vrai, c'est le Grand Prix que j'attends chaque année. Spa, pour moi, c'est tous les moments d'enfance avec les repas de famille autour du Grand Prix, les Schumacher, bah, comme on voit là, les batailles dans les années 2000, 90 et tout. Enfin, c'est un circuit mythique. Et encore, je pense que la chance que j'ai eue, c'est de le vivre en mode c'est mon premier Grand Prix, tu vois. Quand je suis allé l'année dernière au Grand Prix de Spa, je pense que c'est. En vrai, j'avais une sacrée émotion parce en vrai, de le voir en fait retranscrire comme ça devant tes yeux, surtout que c'est un des GP les plus grands du circuit, c'est-à-dire qu'il fait 7 km de long. Et ce qu'il faut savoir, c'est que bah, tu as quasiment 10 km entre le point le plus éloigné et le point, enfin, entre les deux points les plus éloignés. Donc c'est une distance de fou furieux. En plus, c'est une ambiance parce que c'est en plein milieu de la forêt. Quand vous arrivez à Spa, en fait, si vous êtes dans la partie, on va dire, plus tout derrière Spa, bah, en fait, vous accédez par un petit chemin. Et là, en fait, en plein milieu de la forêt, vous entendez des voitures rugir. Et vous dites, mais qu'est-ce qui se passe? Et là, tu arrives et tu vois le Grand Prix. Enfin, tu vois un circuit magnifique. Et surtout la météo, genre, il y a un microclimat de fou furieux. Et ça donne des ambiances assez particulières. En plus, là, on le voit un peu sur l'image, le fait qu'il y ait une tribune, on va dire, sans place assise définie, sans gradin, sans rien, tu as juste une ligne droite, full, où les gens sont par terre en train d'assister à un Grand Prix, quoi. Pour te dire la ferveur du truc, quoi. Et c'était beau de le voir. Mais moi, je suis content. Hier, on a eu un point pour Williams. Merci encore Albon. Mais ça a permis en fait de pas trop entacher la faute de Latifi encore. Donc au moins on a eu un point. Je suis content pour ça. Mais oui, si on revient sur le débrief, moi il y a un truc qui m'a marqué et je pense qu'on en parlera dans la troisième partie sur Red Bull, c'est vraiment pas la facilité quoi. Genre ils sont faciles. Et quand t'as au début du week-end, je crois que c'était jeudi, vendredi, quand ils ont déposé les voitures et qu'ils ont commencé à faire le premier tour, t'as des pilotes qui ont dit « Ouh là là, eux ils sont trop chauds ». Parce qu'ils ont vu la monoplace accélérer, être facile dans les virages, et tu sais que c'est déjà perdu d'avance pour toi, quoi. Donc je sais pas ce que vous en pensez par rapport à ce Grand Prix, mais moi ma question c'était est-ce qu'il y a eu assez de spectacles pour faire plaisir à Liberty Media sur les prochaines années? Parce que là, en fait, ce qui était terrible pour le Grand Prix de Belgique, c'est que vu que Red Bull a surdominé le Grand Prix, bah, la bataille qu'on a eue, c'est la bataille du milieu. Et ça, j'ai pas l'impression que Liberty Media, donc ceux qui ont et possèdent la Formule 1, la marque Formule 1, bah, ça leur plaise. Parce que du coup, eux, ils sont très spectacle, show, il faut que tu en jettes, quoi. Qu'est-ce que vous en pensez de ça? Yo-yo? Ouais, je suis d'accord avec toi, totalement d'accord.
La bataille au milieu, je pense pas que c'est ce qui les intéresse. Ce qu'ils veulent, c'est du drama, du Hamilton Verstappen, du Alonso Hamilton comme au début. Mais sinon, en soi, c'est triste. Je pense que si ça continue comme ça, en 1 à 2 ans, on n'aura plus non plus notre petit Grand Prix de Spa. T'as la bataille c'est pas vendeur. Les coûts sont trop élevés quand tu regardes que dans d'autres pays, on est prêt à mettre 50 millions pour un Grand Prix, alors que sur Spa, ben, il y a un circuit mythique, tu vas mettre 50 millions, c'est contre-productif. Tu vas plus ruiner le circuit qu'autre chose. Ce qui pourrait nous sauver, je pense, c'est un ou deux Grands Prix, les prochains Grands Prix, en tout cas le prochain Grand Prix sous la pluie, où tu auras des batailles à tous les niveaux, où ce sera indécis, tu auras du crash, c'est ce que les gens ils veulent. Et sinon, ou une Mercedes qui revient au même niveau que Red Bull, parce que Ferrari, pour l'instant, il faut changer de stratégiste. Mais sinon, c'est triste. C'est un autre Grand Prix mythique qui est en train de mourir doucement, mais sûrement. Oui, parce qu'en plus, ce qu'il faut rappeler, c'est que dans la même semaine, il y a eu la confirmation comme quoi il n'y allait pas avoir de Grand Prix de France l'année prochaine, jugé trop ennuyeux par Liberty Media. Et la décision de poursuivre avec le Grand Prix de Spa, c'est notamment que Spa, en fait, a fait les aménagements pour avoir du spectacle. C'est-à-dire qu'ils ont séparé, comme le disait Alex en préambule, ils ont retiré en fait une zone qui était quand même risquée, mais qui permettait pas d'avoir de gros dépassements. Ils ont ajouté un bac à gravier au premier virage, ce qui permet en fait d'avoir plus de densité dans les dépassements. Donc du coup, on se rend compte que bah, si tu vas pas dans le bac à gravier, tu dois foncer dans la voiture qui est devant. Donc en gros, tu te rends compte que tu es obligé d'être en mode quitte ou double. Et c'est pour ça que ça a rendu des dépassements assez fous furieux, soit en ligne droite, soit sur comme on le voit là à l'écran sur celui d'Ocon qui arrive à doubler juste avant le dernier virage. Et toi, du coup, Alex, qu'est-ce que tu en penses de tout ça? Est-ce qu'on doit se mobiliser, enfin, est-ce que le Grand Prix de Belgique doit se mobiliser pour rendre ça en mode show? Est-ce que Liberty Media fait les bons moves? Qu'est-ce que tu en penses? Je pense que c'est pas forcément que Spa, parce que Spa, c'est. Enfin, j'ai regardé là, c'est une des premières fois où j'ai regardé la F2 et la F3 sur ce week-end. On voit les batailles, enfin, c'était complètement fou. Je trouve qu'avec la ligne droite de Spa, on a quand même de l'activité, on a quand même de l'ambiance. Même moi, mes copains qui étaient là et qui découvraient la longue ligne droite, et je leur expliquais un peu le fonctionnement du DRS, et ils voyaient vraiment la différence en termes de dépassement. C'était quand même assez intéressant et ils aimaient bien ça. Et on le voyait beaucoup plus en F2 qu'en F1. Et moi, en fait, je pense que c'est pas forcément que Spa, on en revient toujours à dire que aujourd'hui il y a vraiment un gap considérable. Euh, quand tu vois que en qualif, Verstappen met 1 seconde 8 d'écart avec un Hamilton, et quand l'ingénieur d'Hamilton lui communique juste la différence qu'il y a entre lui et Verstappen, même Hamilton, étonné, dit 1,8 secondes, genre en mode comment c'est possible, où il va les chercher, quoi. Et c'est là où tu te dis, il y a vraiment un gap considérable de Red Bull et des autres équipes, et qui fait en fait que bah, c'est pas vraiment enrichissant, et il y avait qu'à juste à le voir au Grand Prix. La caméra, elle était braquée que sur Verstappen, mais il était tout seul, et on voyait pas vraiment les dépassements, ou quand il y avait des choses intéressantes, bah, il rebraquait sur Verstappen sur le numéro 1, alors qu'en fait la bataille se passait derrière. Donc je pense que c'est vraiment dommage. Spa, je pense pas qu'il puisse améliorer les choses. Un DRS dans la dernière partie du circuit, ce serait complètement fou furieux. En termes de dépassement, il n'y a pas besoin, comme Ocon te fait une doublée dans la dernière partie. Mais avec l'évolution des monoplaces, je sais pas ce que ça peut donner. Si ce n'est peut-être une bride moteur limite. Bon, il y a Ou eu pas mal de modifier, changements qui ont été ou modifier communiqués, leur hein, Dion, mais tu vois. Le Brédillon, à l'époque, ouais. quand tu regardes le Brédillon, il a toujours été modifié. Et au tout début, c'est un vrai virage. Mais même la dernière partie, souviens-toi, avant la chicane comme ça Ouais, faisait un virage à gauche, droite, et tu faisais vraiment le long tracé, exactement, ouais. et ça te faisait une plus faible portion, secteur 3. Euh, mais après, les voitures étaient assez équilibrées puisque ça avait le même moteur. Et à l'avenir, il y a eu quelques news avec en termes de puissance, à combien ça va monter, l'électrique, la part de l'électrique dedans, etc., le gain que ça va faire.
Bah, en fait, on se retrouve à faire un Fast and Furious des années 2000, donc Nitro, c'est parti, allez. Et en plus, j'ai un moteur complètement fou furieux, je m'appelle Red Bull. Donc ça me fait un petit peu peur, j'avoue. Et pour le show Liberty, je pense que Spa leur a vraiment montré le gap considérable qu'ils s'efforçaient de réduire pour cette année. Mmh. Je sais pas pour Ouais, toi, c'est Nico, mais moi je pense ça, hein. ouais, non, mais vous avez complètement raison. Mais c'est ça qui fait peur, quoi. C'est qu'on se retrouve menacé par des grands prix, on va dire, plus chauds. J'avais quelqu'un qui m'a fait une bonne remarque, c'est que on se retrouve dans une époque où, en gros, limite le show, c'est d'avoir des circuits très serrés en ville ou des circuits où c'est pas des circuits en fait. On se retrouve à mettre la Formule 1 dans un truc où elle n'est pas faite pour y aller, quoi. On va se retrouver avec un Grand Prix de Las Vegas où on va devoir. Et là c'est une aberration, je trouve, du côté de la F1. On veut réduire l'impact écologique de la F1, sauf qu'on va devoir sceller plus de 1000 bouches à égout parce que t'as la F1 qui va passer sur Las Vegas. Donc, je suis plus d'avis de laisser la F1 sur des circuits où c'est pensé pour, où il y a la sécurité pour, où on menace rien et où les gens se la donnent, quoi. Quand tu vois, bah, du coup, tu as regardé la F2 et la F3, tu vois qu'il y a maintenant, c'est monté en intensité de fou furieux. Et, et moi, j'ai envie de voir ces pilotes-là sur des Hockenheim, sur des grands prix mythiques, sur du Nürb, même tu vois, les circuits pour l'instant qu'on retient, c'est que des circuits qui ont été faits pour de la course. Le GP de Hongrie, magnifique, tu vois. Et ça, c'est menacé parce que t'amènes pas assez de spectateurs, parce que c'est des circuits qui sont, on va dire, en campagne, qui sont pas en ville, qui sont pas chauds. Donc après, je compte sur eux pour faire un peu le move inverse dans quelques années, mais on va en payer le prix. Ok, bah merci monsieur. Messieurs, est-ce que vous avez quelque chose à rajouter sur ça ou est-ce que vous voulez Moi, je vais passer? compléter ce que tu es en train de dire. Ouais. On est plus en mode, dans une génération, on est en mode Formula I, où où ils essaient aussi de prendre les codes de l'IndyCar qui fonctionnent pas mal, qui gagnent de plus en plus de visibilité. Tu as des circuits en plein milieu de la ville aux États-Unis et où tu as du spectacle. Sauf qu'ils savent pas faire de circuit en. La Liberty Media c'est pas faire de circuit. Les dessinateurs ne sont pas chauds pour ça. Les voitures ont trop de différences de niveau par rapport à l'IndyCar. Même la Formula I qui est certes pas comparable, mais ouais, en Formula I, tu as des dépassements parce que les voitures sont équilibrées, ont quasiment le même niveau. Des Mm. choses que la F1 n'a jamais été. Il y a toujours eu une différence entre le premier ou le deuxième et les autres, mais là, il y a trop de niveaux de différence entre Red Bull et les autres pour faire quelque chose d'intéressant. En sachant que tu rajoutes aussi le fait que ben, t'as... ce qui nous fait le show sur les circuits en ville, c'est les safety cars. Ouais. Sans ces safety cars, on sera ennuyé toute la saison. Ah, ça serait terrible. Du coup, pour ceux qui nous écoutent, du coup, ceux qui sont sur le live, la Formule I, c'est ça, c'est la formule électrique, la Formule I. Et bah, c'est full électrique et il y a un règlement très spécifique avec notamment des zones où on peut récupérer du boost. Enfin, limite, des fois, tu as l'impression que c'est un peu comme Mario Kart. Mais c'est un autre type de course. Et pour ce que disait Yo-Yo, l'IndyCar, là, on est sur des monoplaces qui ressemblent un peu plus à ce qu'on a en Formule 1, avec notamment cette bulle de protection, cette un peu vitre de plexi. On en parlait dans l'épisode où on parlait du halo, donc je vous invite à aller sur YouTube pour regarder la vidéo sur le halo et la sécurité. Mais on se retrouve avec des monoplaces qui ont un peu moins de vitesse de pointe. On voit notamment avec les pneus où c'est des gros pneus à l'arrière, des plus petits pneus à l'avant. Et on se retrouve avec des courses, bah, c'est les fameux tours où vous voyez sur l'Indianapolis où ça tourne en rond pendant 500 tours. Donc voilà. Bah, merci messieurs sur ce sujet. Donc on peut passer au suivant qui va être très intéressant. Pourquoi la stratégie en Formule 1, c'est compliqué? Et là, je vais faire appel à vos talents sur F1 Manager. Pourquoi la Formule 1, c'est stratégique?
Euh, on peut donner la parole à un grand stratège de la F1, à Alex. Alex, pourquoi la F1 c'est si stratégique? Et c'est toi qui l'as amené le sujet, est-ce qu'un pilote, est-ce que c'est bon aussi d'avoir un pilote qui contredit son ingénieur et est-ce qu'il peut le faire? Ouais. C'est un sujet qui me plaît beaucoup, surtout parce que, étant grand fan de Leclerc et étant fan de Ferrari, ça ferait du bien d'avoir. Enfin, ce serait génial que le stratège Ferrari puisse nous écouter un petit peu pour avoir un peu quelques informations, quelques insights, si je puis dire. Non, moi je pense que déjà, il y a quelque chose que j'aimerais quand même mettre en avant, c'est la stratégie a évolué au fur et à mesure des générations qu'on a vécues hein, en Formule 1. Dans les années 2000, c'était vraiment l'expérience du pilote pur, même dans les années 60-70, avec Niki Lauda, etc. Le pilote qui courait en Formule 1, il avait quand même aussi une connaissance mécanique, il savait un petit peu comment exploiter la voiture, il était vraiment en contact avec la voiture. Et en fait, au fur et à mesure des années, la voiture est devenue beaucoup plus complexe, beaucoup plus technique. Et on le voit aujourd'hui avec les monoplaces d'actualité, hein, où en fait, il y a de l'électrique, il y a de l'électronique, il y a les 150 boutons sur le volant à mémoriser par cœur. En 2015-2016, quand ils avaient introduit cette fameuse règle où en fait l'ingénieur ne pouvait pas communiquer avec le pilote s'il avait un souci sur la monoplace pour les réglages, il fallait que le pilote retienne tous les réglages plus se concentre sur son pilotage, plus la radio, plus la gestion de ses pneus, etc., etc. Ça a rendu les choses hyper complexes. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, en fait, la stratégie, il y a une personne qui va être dédiée à ça et qui va dire, OK, bon, on va calculer la dégradation de tes pneus, puisque Pirelli ont des pneus qui se dégradent à plus ou moins forte et moyenne intensité. Euh, et donc, du coup, en fait, le stratège va dire, écoute, on pense que Pirelli a fait une suggestion comme quoi, sur une course de 47 tours, tu pars en soft, donc avec les gommes qui sont les plus rapides mais qui s'usent le plus rapidement. Tu peux faire 20 tours maximum et ensuite tu peux changer pour des médiums et tu peux aller jusqu'au bout du circuit. Et donc après, c'est là où il y a un stratège qui va te dire, moi en fait je pense plutôt qu'il faut la jouer différemment. Et donc en fait ça, aujourd'hui, les pilotes, misent beaucoup sur leur stratège. Red Bull le fait énormément. On voit jamais un Verstappen dire, «OK, non, je m'arrête pas à ce tour-là» et cetera. Il dit juste, il communique avec son ingénieur en disant: «Bah là, moi je trouve que c'est bien, je peux continuer encore, les dégradations sont bien». Là, on l'a vu à Spa, Ferrari et Sainz communiquaient beaucoup, ils disaient, beaucoup de dégradations» et Verstappen le tourne après, pareil, dégradation assez élevée. Donc c'est des informations qu'il faut remonter aux ingénieurs et ensuite les ingénieurs se disent: «Bon qu'est-ce qu'on peut faire? Est-ce qu'on va l'arrêter comme initialement prévu? Et aussi, il y a d'autres variables, comme par exemple, je prends une hypothèse, Leclerc pourchasse Verstappen, ça fait 10 tours qui se pourchassent, et du coup, à un moment donné, l'ingénieur va lui dire, écoute, tu vas t'arrêter 1 à 2 tours plus tôt que ce que l'on pense. Comme ça, en fait, tu vas gagner l'avantage. Quand tu vas ressortir des stands, tu vas avoir des pneus, tu vas avoir une petite avance sur un tour, tu vas gagner 2 secondes, 3 secondes, mais qui peuvent te permettre de dépasser Verstappen s'il s'arrête lui aussi. En moyenne, un arrêt au stand, ça prend entre 15 et jusqu'à 25 secondes en fonction des circuits. Et donc, en fait, moi, ce que je trouve intéressant, c'est que on a eu depuis le début de saison malheureusement un Charles Leclerc qui a subi le choix de ses ingénieurs qui a été plutôt mauvais, qui ont été approuvés quand même par le directeur, enfin le directeur de l'écurie Ferrari, Mattia Binotto. Et donc là, en fait, je pense que Charles, avec toute la déception qu'il a eue, quand là, l'ingénieur Ferrari lui a dit, bon, on a une stratégie, on va changer de stratégie, tu vas t'arrêter là le tour prochain. Charles Leclerc, il a dit, non, moi je sens la voiture, je sens que je suis bien, je peux encore continuer peut-être 10 tours. Et donc l'ingénieur, il s'est dit, écoute, on va te faire confiance. Hop, ils vont analyser. Pendant un tour, ou suivant le message à la radio, ils ont analysé un peu la statistique, le fait qu'il ait chauffé des pneus ou autre, et ils lui ont dit, écoute, tu peux continuer 5 tours et on va voir ce que ça va donner. Et finalement, ça a été, je trouve, une bonne stratégie, puisque ça lui a permis quand même de grimper encore un petit peu quelques places, si ce n'est une mauvaise stratégie à la fin. Mais donc, du coup, c'est vrai que c'est quelque chose, je pense, qu'un pilote, quand même si aujourd'hui on a un niveau de complexité en termes de monoplace, un pilote peut quand même sentir sa voiture, ressentir la vibration, ressentir qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Comme là, à Spa, toujours, quand Verstappen a enlevé son espèce de visière et Leclerc se l'est prise dans son frein, il a senti que quelque chose n'allait pas du tout. Et c'est vraiment, en fait, je pense,
pour essayer de mettre les spectateurs et nos auditeurs dans le bain, faut se dire quand même qu'un pilote, il est lancé à 250, 300, il a le son de la voiture, il a le son du vent, il a pas mal de choses. Là, vraiment, s'il sent des vibrations dans sa voiture, il faut qu'il sache et il sait globalement d'où ça vient. Il sait si ça vient du train avant droit, de l'arrière, etc. S'il y a quelque chose qui va pas, il sait s'il y a un bruit qui est complètement différent de ce qu'il a l'habitude d'entendre. Et donc, c'est là où il fait des retours à son ingénieur qui, lui, va essayer de trouver un petit peu ce qu'il en est. Et donc, je trouve que aujourd'hui, et ça, c'est ce qui n'a pas changé depuis les années 60-70. Moi, je pense qu'un pilote aujourd'hui est quand même capable de dire si la voiture peut aller au bout, s'il faut s'arrêter à tel moment, si c'est une bonne solution, ce que son stratège lui dit, ou non. Et donc, du coup, de pouvoir aller un petit peu plus loin si nécessaire pour potentiellement avoir, du coup, une place sur un podium. Je vous prends encore une fois un exemple où, par exemple, ça a été l'inverse cette fois-ci. C'est Lando Norris l'année dernière, il me semble, en Russie. Il reste 5 tours et là il commence à y avoir un peu de pluie. L'ingénieur demande à Norris, est-ce que tu veux qu'on s'arrête pour les pneus pluie? Il te dit non, non, je peux continuer encore un petit peu. Résultat, littéralement 10 secondes après, il part dans le mur quasiment. Enfin voilà, il a ressorti un petit peu. Mais donc du coup, voilà, parce qu'il n'a pas écouté son stratège qui lui avait dit que ce serait quand même préférable de rentrer pour des pneus pluie. Donc voilà, il y a un peu des deux, je pense. Lando Norris aussi un pilote un peu plus jeune, je trouve. Mais pour moi, un stratège, ça doit quand même bien faire son boulot. Chez Red Bull, ils sont très compétents. Chez Mercedes aussi, ils sont très compétents. Même si Lewis Hamilton aussi connaît les monoplaces, il a quand même plus de 15 ans d'expérience, Lewis, pour savoir un petit peu si ça va ou si ça va pas. Et donc, du coup, je pense qu'un pilote, quand même, doit suivre son destin, doit suivre son instinct aussi derrière au sein de la monoplace dans laquelle il est, au sein de l'écurie à laquelle il est, parce que les voitures sont différentes. Et donc, du coup, imposer un petit peu son choix, si lui, il sent qu'il doit continuer ou non. Bah, très intéressant. En plus, tu soulèves un point qui est rarement expliqué aux gens, c'est qu'il faut aussi une certaine affinité entre ton ingénieur de course et le pilote. Et c'est quelque chose, par exemple, qui est retranscrit dans le dernier jeu F1 Manager. On en parle beaucoup, mais c'est parce qu'il vient de sortir. Mais d'avoir une affinité entre le pilote et son ingénieur de course permet en fait d'avoir une meilleure stratégie et de comprendre un peu ce que veut dire le pilote quand il est énervé, quand il y a quelque chose qui ne va pas. Je prends l'exemple de Gasly avec Pierre Hamelin, où du coup ils arrivent à se communiquer très facilement. T'as aussi c'est Bono avec Hamilton. Ouais. Ils se comprennent, ils ont le même sens de la stratégie. Donc c'est ça qui est assez fou, c'est que t'as des... C'est un peu un pack. En fait, c'est le sport individuel le plus collectif au final. Parce que en fait, tu te rends compte que bah, limite, c'est même plus un sport individuel, ça se transforme en sport collectif parce que t'as toute une équipe qui travaille avec toi sur ça. Et là où la part est importante, c'est la data. Mais du coup, avant de parler de tout ça, est-ce que Yo, toi, tu as un avis? Pourquoi la stratégie en F1, c'est compliqué? Est-ce que tu penses, comme l'évoquait Alex, que un peu le sentiment du pilote, son feeling avec la monoplace, c'est ultra important ou est-ce qu'on base encore tout trop sur la data? Alors, moi, je vais aller dans le même sens qu'Alex. On base trop les choses sur la data, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, si tu prends toutes les données, c'est ce qui se fait d'ailleurs, c'est que tu prends toutes les données des essais du vendredi et du samedi, tu vois les qualifs, comment ça se passe, et ensuite on te dit, bon, tu sais à quelle position va finir ton pilote, si tout se passe bien. Aujourd'hui, on prend par exemple un exemple d'Alonso. On sait très bien qu'avec la voiture qu'il a et les temps qu'il fait le vendredi et le samedi lors de la dernière séance d'essai libre, on sait qu'il finira 7 ou 8e, et Renault le sait. Donc la seule chance qu'ils ont, et la seule chose qui peut faire la différence, c'est soit une safety car, soit un crash à l'avant, ou un problème, ou anticiper ce qui se passe. Non, ce qui se passe quand on fait l'undercut, c'est qu'on anticipe son arrêt par rapport à la data qui était donnée pour essayer de dépasser l'autre. Mais sinon, je trouve qu'aujourd'hui, on laisse pas du tout la part, en tout cas la place donnée au pilote est trop réduite. On donne beaucoup trop d'informations techniques. Contrairement à, je compare avec la MotoGP. En MotoGP, t'as pas toute cette communication qui se passe, alors que les mecs, ils ont leurs pneus à gérer. Des fois, ils ont des pneus tendres à l'avant, des pneus durs à l'arrière. Ils ont
ils ont aucune information. Voilà, ils ont juste un écran où on leur dit OK, passe en mode 4, en mode 5 ou en mode 6. Mais sans plus, ça n'a aucune communication directement avec le board. Quand il pleut, c'est eux qui gèrent pour savoir s'ils doivent rentrer au stand. On va pas leur dire ben, rentre au stand à ce tour-là. Et on voit qu'il y a du spectacle. Euh, des pilotes, tu vois qu'ils se battent du début jusqu'à la fin. Là, sauf si tu veux faire le meilleur tour. Quand il y a le petit train-train qui est habituel qu'on a en fin de course, très bien qu'il ne va rien se passer, que ben, tel pilote ne va pas garder sa position parce qu'il sait qu'il est dans ses objectifs et qu'il espérait pas mieux en début de course. Euh, et puis, tu as aussi ben, beaucoup trop d'éléments qui entrent en compte. Par exemple, hier, j'ai lisé un article en complément d'un documentaire que j'ai vu sur Canal samedi après les essais, où en fait, ce qui se passe, c'est qu'en fonction de la dureté de tes roues, tu appuies sur un bouton pour modifier la vitesse quand tu rentres dans les stands. Parce que vu qu'elle a la dureté, elle évolue, c'est pas le même, les roues ne font pas le même tour. Et donc, il faut que tu adaptes cela. Donc, c'est rien que ça montre déjà que rouler à 70 km/h, c'est tellement technique que tu as besoin de ton ingénieur pour entrer dans les stands et rouler une certaine vitesse. Et d'ailleurs, je crois que c'est ce qui s'est passé avec hier comment il s'appelle? Avec Leclerc. Avec Leclerc. Elle a voulu rentrer dans les stands. Ouais, donc on est Ouais. sur un bon package d'éléments C'est ça, auxquels il y a il faut trop faire d'éléments en attention. plus. C'est ça, en plus du volant qu'expliquait Alex en début. Il y a beaucoup trop d'éléments techniques aujourd'hui pour qu'un pilote puisse avoir la décision finale. Et dire, moi, je pilote comme ça, je vais faire ça avec ma voiture. Alors que normalement, c'est comme la base de la F1 quand on revient 20 ans en arrière. On avait des gros Grands Prix. Les stratégies étaient plus compliquées, il n'y avait pas tous ces éléments techniques, cet ordinateur n'était pas aussi évolué. Et tu devais en plus gérer l'essence à l'époque. Les équipes avaient des équipementiers de pneus différents. C'est-à-dire que tu pouvais pas te dire, ok, bon, ben, moi je suis uniquement chez Pirelli, je sais comment c'était avant, tu avais Bridgestone, tu avais Michelin, et donc tu n'avais pas toutes les données qu'avait celui qui était chez la concurrence. Ouais, limite, on est passé sur une stratégie, on va dire, technique au préalable, et maintenant sur une stratégie technologique, où en fait, on doit faire attention à tout ce qui est niveau techno. Là, par exemple, en image, je vous montre le volant de la Ferrari. Donc, par exemple, quand vous écoutez tout ce qui se passe en course, tout ce qui se passe avec les radios tchèques, quand ça fait rire beaucoup de commentateurs, mais quand Ferrari va dire stratégie A, stratégie B, stratégie C, stratégie D, bah là en fait on le voit au milieu. Sur le volant, vous avez A, B, C, D, et en fait le pilote va choisir la stratégie, et ça va automatiquement modifier les setups de la voiture pour que ça soit configuré par rapport à la stratégie qui est préconfigurée dans le volant. Il faut savoir que je crois que le volant, c'est la pièce de la voiture la plus chère. C'est environ 100 000 euros un volant. Donc quand on le voit un pilote le jeter, ça fait un peu mal. Mais et en fait les tas de boutons, bah en fait ils sont quasiment tous utiles et ils sont tous utilisés au cours d'une course. Et puis, il y a tellement d'informations qui apparaissent au niveau de l'écran central. Il va y avoir tout ce qui est au départ, le delta time pour relancer au bon moment. Il va y avoir d'autres configurations pour ensuite envoyer, je sais pas, le RS, enfin le système de batterie, l'envoyer au bon moment. Ensuite, il y a un bouton pour le DRS, qui est le petit aileron mobile qui se déclenche. Enfin, il y a tellement de spécifications. Et là, on le voit même en bas à gauche, vous voyez grip. Donc là, on peut modifier directement. Ça doit être le bouton pour la dureté du pneu ou C'est ça. le grip directement sur le pneu, et ça va faire pression sur les pneus. Mais c'est un truc de fou furieux, quoi. Et quand tu te rends compte de ça, tu te rends compte que la stratégie en F1, où avant on était sur des modèles de volant plus réduits, avec moins de technologie embarquée, bah on se rend compte que ça passe de la technique, on va dire mécanique, à la technologie monoplace, quoi. Et du En coup, bac 19, en volant, pour comprendre comment ça marche. attends, on en a un de. Est-ce qu'on en fait un de 2000? Ah bah mais ouais, mais t'as déjà même celui de Ferrari là-haut. Oh là là. Bah ouais, celui-là. Ouais, déjà un peu plus Ah, simple. rien à voir. Bah t'as le Attack R.
Déjà, là, c'est un peu plus simple. Bon, après, il y en a qui sont pas trop. Bah, après, avant, il y avait Ça doit être les. 2010, ouais. Il y avait, il y avait les anciens comme ça. Après, il y avait des volants circulaires aussi, à l'époque. Ouais, Mais ça, déjà, c'est. t'as celui-là où tu vois que l'écran se résume à juste au compteur de vitesse. Ouais, c'est ça. C'est ça. Mais c'est un truc de dingue, hein. En vrai, quand on fait gaffe à tous ces petits éléments. Et du coup, si on revient sur une autre question, notamment que tu avais posée, Alex, est-ce qu'un pilote, aujourd'hui, peut prendre des décisions contre son ingénieur? Tu as cité un très bon exemple, je trouve, qui est notre brave Alonso. Euh, à l'époque, il y avait aussi Kimi, mais lui, Kimi, il comprenait pas ce que lui disaient ses ingés, donc c'était différent. Mais en vrai, est-ce que plus, plus tu es expérimenté et plus tu as d'autorité sur ton ingénieur, ou est-ce que c'est un peu au naturel du pilote? Qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que un pilote doit et peut contrecarrer son ingénieur plusieurs fois par course? Je pense aujourd'hui, on a quelques exemples de personnes qui font, je trouve, du mal à leurs ingénieurs. On a Stroll et on a Tsunoda. Pour moi, c'est les deux personnes, quand tu les entends à la radio, un Tsunoda, quand son ingénieur lui dit calme-toi, en mode mets le mode 5, mode truc, etc., il dit ah, tais-toi, laisse-moi conduire, etc. Bah, tu sais pas si vraiment tu dois croire Tsunoda, parce qu'effectivement, il est dans la monoplace, il sait un petit peu ce qu'il fait, mais en même temps, c'est un rookie. Tu vois qu'en fait, bah, il est dernier toute sa course et tout seul. Donc en fait, bah, il y a son ingénieur qui a beau lui proposer des choses, il veut pas. Troll, c'est exactement pareil. Troll, c'est différent, je pense que c'est une notion à l'argent. En mode, il sait que son père il est au-dessus, donc il peut se permettre de faire pas mal de choses. Là où en fait, je pense on l'écoute pas assez, c'est dommage. Mick Schumacher, j'ai vraiment du mal. Un Mick Schumacher, lui, son ingénieur, il lui dit beaucoup de choses, il écoute énormément, il fait de la bonne gestion. Je trouve que c'est un très bon pilote, Mick Schumacher, parce que justement, il écoute son ingé, il écoute un peu tous ses retours sur quelque chose de très complexe. Et surtout, il faut pas oublier, sur ces jeunes pilotes, hein, comparé à un Alonso, là on fait de la comparaison directe, c'est que bah, en fait, quand tu passes de la F2 d'aujourd'hui à une F1, t'apprends tous ces boutons, t'apprends toutes ces combines, t'apprends le RS, t'apprends plein de trucs qui fait qu'en fait, tu as besoin de te faire accompagner par quelqu'un. Et moi, je respecte énormément aussi les anciens pilotes qui ont su s'adapter. Un Lewis Hamilton, un Alonso, etc. Quand il y a vraiment eu la différence, le gap avec leur ancien volant et les nouveaux volants et la complexité. Bah, en fait, je pense que eux peuvent se permettre de dire, bah, écoute, moi j'ai vu la différence de comportement d'une voiture à l'époque des années 2005 et aujourd'hui en 2022. Je pense qu'au niveau du châssis, ça doit être quasiment la même chose. Après, tu as les systèmes d'aéro, comme on le voit à ta caméra, les petits ailerons, etc. Ça te fait aussi autre chose. Je pense à un autre sentiment et c'est là-dessus. La voiture doit être aussi plus légère, tu as moins besoin de tourner parce que tu as plus d'aéro. Mais je pense que eux peuvent se permettre de dire, par contre, là, mon ingé, moi, je suis pas d'accord, je continue. Ou alors un Alonso qui dit, bah, non, non, je suis pas d'accord, je comprends pas, non, non, je m'arrête pas, non, non, je fais ça, etc. Fais-moi confiance. Et l'ingénieur, il sait qu'il doit rien dire à ce moment-là parce que bah, c'est l'instinct du pilote, quoi. Ouais, je vois. C'est un peu à double tranchant, quoi. Si t'es jeune, faut mieux Ouais, écouter. Et puis, si t'es un peu plus expérimenté, tu peux te permettre un peu plus de retour franc. Euh, ouais, et Ouais, t'as c'est aussi, je ça, pense mais aussi, quelques pilotes relous. Enfin, Verstappen, je sais pas si vous vous souvenez, à Barcelone, l'ingénieur qui te disait appuie doucement sur ton bouton de DRS, appuie pas comme un fou, alors parce qu'il y a une bosse ou parce qu'il y a un truc comme ça. Il était tellement énervé parce qu'il sait que, je pense, Verstappen se permet beaucoup de choses dans l'écurie qu'une autre personne, qu'un autre pilote ne pourrait pas. Et donc là, il s'est dit, bah, vas-y, laisse-moi tranquille, tais-toi, je fais mon truc, quoi. ouais, je vois. Ouais, Yo-Yo, tu voulais dire intervenir? ouais, après, un Alonso ou un Hamilton, tu peux leur donner la voiture la plus pourrie. Avec le retour, ils peuvent te faire une bête de course quand même. T'as aussi ça qui compte, c'est l'expérience du pilote qui a galéré, qui est monté petit à petit, qui a 10 ans d'expérience et qui peut te dire ça sur ma voiture, ça va pas aujourd'hui. Donc quand je parle stratégie, bon bah les gars, laissez-moi faire aussi. Ouais. Et on en revient un peu au bon move. On le verra par la suite si c'est un bon move ou pas. Mais le recrutement d'Alonso
chez Aston Martin. Est-ce que ça peut apporter du coup ce truc-là, c'est-à-dire des ingés aujourd'hui qui subissent Stroll versus des ingés qui sont accompagnés par Vettel, mais Vettel il est un peu en mode give-up, donc il est pas non plus le plus investi du monde, il est investi surtout sur Mick. Est-ce que vous pensez que du coup Alonso, avec cette expérience, peut amener par exemple des ingénieurs chez Aston Martin à se renforcer, à se développer, et du coup en ça à la stratégie à se développer? Est-ce que la stratégie d'une équipe peut changer en fonction du pilote? Est-ce que Moi, moi, je suis à 100% que Aston Martin va progresser et qu'on risque au contraire de voir, en fonction du pilote que pour Alpine, Alpine régresser aussi. Tu as une Aston qui, alors certes, comment ça s'appelle? Vettel, il a give up, mais Vettel, pendant 4 ans, il a lutté justement pour essayer de faire remonter Ferrari et justement faire ce que Ferrari gagne des titres constamment. Et les dernières années, je pense que c'est des années trop, et donc c'est pour ça qu'il a abandonné une fois qu'il était chez Aston. Mais sinon, Alonso qui se régale comme il se régale chaque week-end, avec l'expérience qu'il a, il n'y a aucun doute qu'une Aston, même si alors Aston elle sera pas au premier plan, elle gagnera peut-être pas des courses, ou elle gagnera peut-être une course comme Alpine l'a fait la semaine dernière, mais ils vont le faire, sans aucun problème. Moi, je pense qu'on en revient à notre discours de la dernière fois. En fait, chaque écurie, ils ont un pilote favori et ils ont une voiture. Et là, on le voit sur F1 Manager, tu sais, quand tu fais des modifications, tu les appliques à quelle voiture pour voir un petit peu ce qui se fait. Et Williams l'a très bien fait ce Grand Prix-là, et même le Grand Prix d'avant, où ils avaient dit bah, on va appliquer des modifications drastiques sur la voiture d'Albon, on va voir, on va l'adapter, on va faire la voiture sur Albon, on va voir ce que ça va donner. Et en fait, tu vois qu'un Albon se met, il vient en Q3, fait P9 et donc du coup commence P6. Et je pense que là, avec Alonso qui va arriver chez Aston, bah Aston, ils avaient eu un Vettel, mais Vettel, il était peut-être un petit peu déjà sur le départ depuis 2 ans, allez, il faut pas se mentir. Ils ont quand même bien avancé parce que Aston, ils sont vraiment une voiture hyper rapide en ligne droite. Et là, avec Alonso, Alonso, il va vraiment dire en mode ça c'est nul, on va faire la voiture pour Alonso. Comme McLaren qui font une voiture pour Norris plutôt que Ricardo, quoi. Et donc tous les trucs vont être faits autour de ça, quoi. Et on se souvient tous d'Alonso avant qu'il parte à la retraite, sa première retraite, hein, entre guillemets, quand il était chez McLaren et qu'il faisait des retours à la radio à McLaren en disant bah, super, on a fait la voiture la plus nulle du plateau. Et il disait ça dans la radio et en fait, bon bah après il avait juste à dire ce qui allait pas, quoi. Et je trouvais ça bien parce qu'en soi, enfin bien, il dit juste complètement en quoi c'est nul. Il va expliquer après aux ingénieurs, etc. Et donc du coup ils vont bosser. Et aujourd'hui McLaren, bon, sauf peut-être cette année on va dire, même s'ils sont encore compétitifs, mais surtout l'année dernière, on a vu un gap drastique comparé à il y a 3 ans où ils étaient vraiment en fin de peloton, quoi. Ouais, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Bah, du coup, on espère que tout ça va se mettre aussi dans le bon ordre pour les futurs pilotes et qu'ils prennent un peu en compte tout ça et qu'ils s'adaptent aussi à la stratégie d'une écurie, même si celle-ci n'est pas optimale. On voit avec Ferrari. Mais du coup, si on peut terminer ce sujet en résumé, en gros, bah, pour ceux qui nous écoutent, une stratégie en F1, bah, c'est un tout. On doit prendre en compte tellement de paramètres que au tout début du week-end, vous pouvez être sur une stratégie, mais au fur et à mesure de la météo, des pneus, des autres, de votre pilote, etc., bah, tout peut changer. Donc c'est hyper complexe. Et on est passé du coup sur une stratégie beaucoup plus technique, mécanique auparavant, sur une stratégie technologique aujourd'hui. Et là, en fait, on a besoin de l'avis du pilote, comme l'avis de l'ingénieur, comme de la data. Et il y a beaucoup de choses qui sont aussi passées sur la data aujourd'hui. C'est pas pour rien qu'il y a des sponsors qui sont spécialisés dans la data aujourd'hui en F1. Vous avez Oracle, il y a AWS, Amazon qui gère en fait des serveurs de data. Bah, en gros, tout aujourd'hui est basé sur la data pour performer. Et c'est pas pour rien que en F1, tout peut se jouer à 0,0001 seconde. Donc tout est optimisé. Bah, merci messieurs pour ce sujet. Alors, on va passer au sujet suivant qui risque du coup d'être assez sens unique. Pourquoi
nos braves amis de chez Red Bull sont-ils si forts? Pourquoi Red Bull domine et pourquoi Red Bull a dominé ce Grand Prix de Spa-Francorchamps? Qu'est-ce qui, selon vous, fait la recette Red Bull cette année, encore plus que les années précédentes? Limite, est-ce qu'on est au retour de la puissance Red Bull comme il y avait quand il y avait Vettel, quand il est arrivé et que là, ils se sont mis à tout cartonner? Est-ce que vous pensez que c'est le fameux retour du sens unique Red Bull? Et est-ce qu'on est aux prémices en fait, d'une petite paire d'années où en fait, il y a une écurie qui va surdominer le plateau? Yo-Yo, est-ce que tu penses qu'on tend vers ça? Et pourquoi pour toi Red Bull est-il si fort? Ce qu'on tend vers ça, je pense. Après, sans les ordres des Ferrari, on aurait quand même une belle bataille quand même, je pense. Parce que tu as plus de 70 points qui sont perdus dans les bêtises, les abandons, etc. Donc si tu fais ce calcul-là, il te reste quand même... allez, t'as peut-être un ou deux grands prix de différence. Mais ça se joue à la quoi, pas plus. Et après, Red Bull est fort. Moi, je vais revenir sur quelque chose que Alex a dit tout à l'heure. C'est quand Alonso est parti chez McLaren et qu'il se plaignait du moteur. Il faut se rappeler que c'est un moteur Honda. Le moteur qu'il y a aujourd'hui Red Bull. C'est un moteur que les pilotes se plaignaient et qui a évolué petit à petit pour devenir le moteur qu'il a aujourd'hui. T'as le fait que Red Bull a su s'adapter au moteur, c'est-à-dire que Honda, eux, ils ont accepté le moteur, mais chacun, il y avait le moteur Honda d'un côté, la voiture de l'autre. Et lorsque Honda est arrivé chez Red Bull a dit ok, on a votre moteur, mais nous, on construit la voiture qui va avec autour. Et depuis, quand tu regardes, depuis qu'ils sont arrivés, certes, Red Bull, la première année, c'était pas ça. La deuxième année, ça a progressé. Et aujourd'hui, la saison dernière, ça se bat pour le titre et ça gagne le titre. Et cette saison, ça gagne le titre à plat de couture. Sachant que tu as tous les ingénieurs performance de chez Honda qui sont venus chez Red Bull, malgré l'arrêt de Honda, enfin la supposé arrêt, que tu as des ingénieurs de chez Mercedes qui sont venus chez Red Bull également. Tu imbriques tout cela en prenant les meilleurs, avec le châssis qui était déjà performant, et tu as une voiture du tonnerre, avec un pilote, certes on ne l'aime pas, les gens ne l'aiment pas, mais il a son talent, et tu imbriques le tout et ça te fait juste la meilleure voiture du plateau avec le meilleur pilote. Ouais, c'est un peu la recette magique, on va dire, à chaque fois des écuries qui écrasent le plateau. Il y avait eu Ferrari à l'époque. T'avais aussi du coup les Mercedes, McLaren aussi à l'époque avec Lewis. Toi, Alex, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que tu es d'accord avec Yo sur ce point-là? Est-ce que tu as un autre avis sur Red Bull? Est-ce que pour toi, il y a un autre mystère caché de Red Bull? Alors moi, je suis d'accord avec Yo-Yo sur le fait que Honda, le moteur a évolué. Faut savoir qu'aussi, c'est un petit peu triste, mais ça reflète également l'histoire de Honda. En fait, Honda faisait des moteurs qui n'étaient pas fiables du tout au début, et en fait, se sont fiabilisés au fur et à mesure des années et devenus hyper performants. Aujourd'hui, c'est quasiment, enfin, il y a d'autres constructeurs qui le font, mais c'était les moteurs qui prenaient énormément de tours et qui étaient très fiables. Et donc, du coup, en fait, je pense que ça le fait également en Formule 1 aujourd'hui. Red Bull, ils ont su tirer parti de ce qu'avait fait Honda, l'ont développé. En début de saison, on a vu qu'il y avait quelques petits problèmes de fiabilité sur un ou deux circuits. Et en fait, après, ça a été corrigé, mais drastiquement. Et en fait, c'est de la bombe atomique. Ça met du 1 seconde 8 au moteur Mercedes sur Spa, ce qui est quand même pas rien du tout, hein. Et je pense aussi, quelque chose qui a quand même pas mal joué, c'est l'année dernière. Faut pas oublier que du coup, Red Bull, ils ont été 2e, ils ont fini 2e au championnat constructeur l'année dernière. Nouvelle année, cette année, nouvelle monoplace, donc il fallait tout refaire, on remet les cartes sur table et ils ont quand même et je pense Horner avec la victoire de Max Verstappen, ça a pu aussi lui appuyer auprès du board en disant: «Bah, il faut mettre quand même le budget, on est là et on va faire une machine, on est lancé, ça y est, c'est parti. Verstappen, il nous a prouvé ce qu'il valait, c'est bon, on peut le faire quand même pour les prochaines années». Et je pense que là, ils ont eu, un gain de développement énorme
et ils ont vraiment tiré parti de ça depuis le début de la saison. Parce qu'ils n'ont pas eu de problème de marsouinage, pas eu de problème de moteur qui prend feu ou, ou qui lâche complètement, si ce n'est en Australie une seule fois. Euh, mais sinon, en fait, c'est super fiable. Et et en fait, c'est ce qui fait que c'est hyper compétitif aujourd'hui et en plus, je pense aussi que derrière, il y a des attentes complètement folles de la part des directeurs et d'autres personnes, sur le fait que Red Bull écrase totalement déjà Mercedes et aussi les autres équipes. Ferrari avait annoncé en début d'année: «Nous, on c'est notre année, on y va». Ils se sont retirés un petit peu au fur et à mesure de l'année, avec la fiabilité. Mais je pense que là, Red Bull, ils nous ont fait quelque chose cette année. Ils ont mis la barre vraiment élevée et ça aussi, ça me titille un petit peu pour les prochaines années en mode, bah, qu'est-ce qu'ils vont faire encore de plus fou les prochaines années si là, on est au même niveau que Mercedes l'était il y a 2 ans, quoi. J'ai très peur pour les prochaines années, quoi. Ouais. Mais là, c'était vraiment scandaleux sur ce Grand Prix de Belgique parce que, en vrai, tu vois que il y a un différentiel, un gap au-delà de la puissance. On voit un Verstappen qui enquille les tours avec une aisance démentielle. Genre, la voiture, elle bouge pas. On est sur rouge, ça bouge pas. Sur Édillon, ça bouge pas. La source, ça bouge pas. Enfin, les virages de Spa qui sont quand même hyper étriqués, hyper serrés. Et là, la monoplace, elle est surréglée, quoi. Euh, Dernière question un peu sur le sujet. Est-ce que vous pensez que... Bah déjà, est-ce que pour cette année, c'est réglé? Je crois qu'on est tous d'accord pour dire oui. Red Bull va gagner le Grand Prix, enfin le titre constructeur et le titre pilote. Mais est-ce que vous pensez que pour l'année prochaine, avec aussi les différentiels d'investissement, le gap budgétaire qui va être un peu plus strict, même si là il était relevé pour la cause de l'inflation, pour corriger l'inflation, est-ce que vous pensez qu'avec le fair play financier, tout ce qui va être mis en place pour qu'on ait une compétition plus stackée avec des grands prix plus serrés, est-ce que vous pensez que Red Bull peut tirer son épingle du jeu et d'avoir la meilleure monoplace sur 2, 3 ans, 4 ans? Qu'est-ce que vous en pensez? Yo-yo. Moi, je dirais que oui, bah, si tu gagnes le titre avec la voiture actuelle, déjà t'es champion, t'as plus d'argent et t'as déjà la voiture la plus performante, donc tu peux investir plus d'argent que les autres pour améliorer ta voiture. Mais je vois pas, en tout cas, peut-être Mercedes. Mercedes, ils reviennent petit à petit cette saison. On les a tués au début de la saison. Et là, certes, ça gagne pas. Ça fait pas des tours exceptionnels, mais ça revient petit à petit. La voiture, elle se développe. S'ils sont, s'ils se battent pas pour les victoires la saison prochaine, ils seront au moins deuxième. Ce qui est Et déjà pas par mal. contre, par contre, je vois un Ferrari qui est totalement dépassé, qui commence à être perdu. Déjà, niveau stratégie, c'est pas ça. Tu rajoutes au fait qu'ils n'arrivent pas à comprendre pourquoi Red Bull les a autant distancés en si peu de temps. Ils n'arrivent pas à voir qu'il y a la différence, où il y a la différence, c'est que tu es déjà en retard par rapport aux autres. Ouais, on est situation complexe du coup. On est Ouais. dans pile la situation complexe quasiment toutes les décennies. Toutes les décennies, on se tape une réglementation et il y a une équipe qui va surdominer le plateau. Toi, Alex, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce qu'on est parti sur la domination Red Bull sur 2, 3 ans ou une équipe qui remonte petit à petit? Moi, je suis pro Ferrari, donc j'aimerais bien que Ferrari l'année prochaine nous développe, nous corrige tous les mauvais aspects qu'ils ont et qu'on retrouve une Ferrari, tu vois, une voiture qui va très vite en ligne droite, qui soit agile ou autre. Après, là, voilà, effectivement, Johan a très bien dit ce qu'il fallait dire, c'est tu finis premier, tu as beaucoup plus d'argent que le reste du plateau, donc tu as beaucoup plus d'investissement qui peut passer là-dessus. Mercedes était premier pendant 8 ans. Je crois que c'est le Ouais, 8e titre, hein, il me ouais, c'est ça. semble. Ouais, 8e et ils ont eu de l'argent. Cette année, ils ont juste été dépassés par la nouvelle réglementation et par le marsouinage. Ça, il y a pas de doute sur, je pense, aussi la puissance du moteur, etc. Mais ils ont été complètement dépassés par cette nouvelle compréhension de voiture. L'année prochaine, je pense qu'on aura quand même de très belles surprises parce que 8 ans, en termes de technologie, tu te développes, tu construis des bâtiments dédiés pour ça, pour comprendre un peu plus la voiture. Mais là, Red Bull, ils sont lancés.
L'année prochaine, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont prendre la même voiture, ils vont juste revoir quelques petites choses, tenter deux, trois trucs encore plus, exploiter quelques petits éléments, etc., comme ce qu'avait fait Mercedes avec le système du DAS. Pour ceux qui nous écoutent, Mercedes, il y a un an, en fait, aux essais à Barcelone, en fait, avant, c'est les essais d'avant Grand Prix étaient filmés. Et donc, du coup, en fait, en ligne droite, on voyait un Lewis Hamilton qui soudainement tirait son volant, donc comme s'il voulait l'enlever. Et personne n'avait compris, mais ce que c'était ce truc-là. Et en fait, ça faisait converger légèrement les roues vers l'intérieur, ce qui faisait qu'il gagnait littéralement entre 5 et 10 km/h en vitesse de pointe comparé à toutes les autres monoplaces. Et donc ça, après, parce que Red Bull a bien gueulé, ça a été, et les autres écuries également, ça a été retiré. Mais en fait, c'est jouer sur l'ingéniosité, déplacer des éléments d'une monoplace, changer quelques petites pièces pour vraiment complètement bidouiller une voiture. Et là où, en fait, je pense Red Bull va complètement dominer, c'est que eux, ils ont déjà la voiture qui performe. Donc ça va être vraiment du bidouillage de chez bidouillage très léger. Mais sinon, en fait, ils n'ont pas besoin de toucher au moteur, ils n'ont pas besoin de toucher à d'autres choses. Là où peut-être une écurie comme Williams, qu'on voit évoluer, et je trouve que c'est génial, en fait, est parti, en plus, nouveaux investisseurs, etc., nouveaux remaniements dans l'écurie. Ils sont partis de rien. Et là, on voit un Albon qui arrive en Q3 de façon simple, j'ai envie de dire, et qui nous fait une superbe course. Là où en fait, il y a eu quelques changements qui ont été faits, et donc on voit une évolution drastique. Donc voilà, donc je pense que Red Bull va quand même surperformer les prochaines années. Je vois très bien Mercedes prendre le relais sur Ferrari, large, et de bonnes surprises même allez, j'ai envie de dire quand même, parce que je suis avec toi, Nico, Williams. J'aimerais bien qu'ils nous sortent des vraies dingueries pour l'année prochaine. Bah, ça, c'est tout ce que j'espère, hein. En vrai, déjà, pour moi, la vraie dinguerie et le vrai changement, ce serait de virer Latifi. Donc, ça réglerait déjà un problème qu'on a. Mais oui, bah, après, ça me fait un peu mal au cœur d'être au fond du classement, de supporter Albon pour qu'il conserve sa 10e place. Et il l'a bien conservé le week-end dernier. Mais oui. Bah, je suis d'accord avec vous sur cet aspect de Red Bull. Moi, je l'ai toujours dit, il y a un truc que Red Bull a réussi et en fait, c'est un peu passé aux oubliettes, j'ai l'impression, ce truc-là, mais ils ont quand même dépensé le chéquier pour aller chercher tous les ingénieurs performance de chez Mercedes. Je crois qu'il y a certains salaires qui ont été multipliés par 2 ou par 3 comparé à Mercedes, donc autant vous dire que c'est pas non plus les derniers du classement au niveau paye. Et Red Bull est allé chercher et a dit, nous on dépense, on vous paye beaucoup plus pour que vous nous aidiez à développer la monoplace. C'est un truc de fou furieux quand même, quand on y pense. Et tu vois toute l'intelligence aussi qu'a Red Bull par rapport à ça. Mais moi, je suis admiratif aussi de Red Bull sur certains... Alors là, vous n'allez pas m'entendre le dire souvent, mais je suis admiratif de Red Bull pour un point aussi, c'est la Driver Academy. La gestion de la Driver Academy, c'est un truc de fou furieux. Ils ont... donc là, vous allez entendre parler de ce pilote dans les prochaines années, c'est sûr. Il y a Isaac Adjar, le pilote français, qu'ils ont découvert à l'âge de... Je crois qu'il avait... là, il a 17 ans. Genre, il n'a même pas le permis. Ils l'ont découvert, je crois, à 15-16 ans, en karting. Et il y a un très bon documentaire de Canal+ sur Isaac Adjar, où du coup, il raconte que genre, il était en karting, il a fait ses petites compétitions en F4, etc. Il a gagné Monaco. Et en fait, Helmut Marko l'a remarqué. Et il lui a dit, le premier truc qu'il lui a dit, c'est « Pourquoi t'as rien gagné encore ?» C'est un truc de fou furieux, quoi. Et Helmut Marko est venu avec Verstappen et Perez, et ils ont signé le contrat de Isaac Adjar dans la foulée. Et en fait, Red Bull a une Driver Academy au poil, quoi. Ils vont te chercher des pilotes qui performent. Ensuite, ils les mettent soit chez AlphaTauri, soit directement chez Red Bull. Et après, ils les font performer. Et tu sens que même les pilotes, tu vois, ils les gardent toujours sous licence. Genre là, il y a Albon qui est chez Williams. Albon, il est driver Red Bull. Et du coup, ils peuvent
à n'importe quel moment, le reprendre, le changer. Ah bah tiens, Tsunoda, tu nous pètes un peu les couilles, on va te mettre quelque part d'autre. Tu vas être pilote de réserve. Gasly, ça allait pas trop chez Red Bull avec Verstappen, boum, on te fout chez AlphaTauri. Perez, bah, si t'es pas content, toi t'es même pas driver Red Bull, donc il y a un moment où tu vas virer FISA pour un nouveau pilote. Donc c'est un peu du management à la dure, mais au moins ils ont une driver academy qui est assez propre, assez clean, et ça je les admire pour ça. Et niveau technologie, bon voilà, ils sont en train de dominer. Donc je pense qu'avec les pilotes, comme s'ils arrivent à faire ce qu'ils ont fait avec Verstappen, avec un Hadjar ou avec un autre pilote, plus la technologie, je pense qu'ils sont partis pour dominer encore au moins 5 ans, quoi. Enfin, c'est ce que je pense. Et après, on verra ce qui va suivre. Je pense que les réglementations vont beaucoup changer. Aussi la physionomie du plateau et aussi la physionomie des monoplaces au fur et à mesure des saisons. Enfin voilà. Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter sur Red Bull ou sur les autres écuries? Non, moi je suis d'accord avec toi et sur Adjar, je pense que ce serait intéressant de voir si jamais il arrive chez Red Bull et que ça devient le second pilote après Verstappen, la compétition entre les deux et de voir comment ça va se jauger, quoi. Ouais, là ça va être c'est plus sportif. Ouais, non, je pense que c'est plutôt la future génération. Il y a quand même une génération d'écart. Donc, quand il va arriver, je pense il sera plus sur Verstappen sera plutôt sur sa fin, il sera sera déjà un pilote expérimenté, que tu pourras pas comparer avec les autres, comme aujourd'hui tu prends un Vettel, un Hamilton, une valeur sûre. Ouais, c'est vrai. Mais oui, mais pour dire, oui, dans la Driver Academy, vous avez aussi, bah, du coup, là, je le vois sur le site de la F2, il y a Iwasa, qui est aussi bah, très populaire au Japon. Donc ça pourrait être aussi une porte d'entrée pour Red Bull sur un nouveau marché, en plus d'être avec Honda. Enfin, c'est c'est assez fou. Euh, Ouais. D'autres choses sur Red Bull, Honda est-ce que vous allez acheter une Honda Civic, par exemple Les Non, nouvelles, parce que les nouvelles, elles me tentent pas, mais ouais, une petite ancienne, c'est les années 2000, c'est vrai qu'elles étaient pas Ah, mal. ouais. collector. Ok, messieurs. Bah, du coup, partons sur le dernier sujet, et non pas des moindres, le prochain Grand Prix, enfin même les deux prochains Grands Prix, parce que du coup, on va être gâtés. Là, on a 2 semaines de Race Week, comme on pourrait les appeler, et avec notamment, j'ai envie de dire, le deuxième circuit préféré des fans de Formule 1, qui est Monza. Du coup, Zandvoort, donc Grand Prix des Pays-Bas le week-end prochain. Dans 2 semaines, Grand Prix d'Italie de Monza. Messieurs, qu'est-ce qu'on attend de ces Grands Prix? Est-ce que la, la, la furie italienne va ressurgir pour Ferrari à Monza? Est-ce que Zandvoort va nous réserver un Grand Prix de fou furieux avec des accidents, des dépassements, des trucs de dingue? Et est-ce que au bout de ces 2 semaines, est-ce qu'il peut y avoir des grands perdants et des grands gagnants? Alex? Alors, pour moi, je trouve que c'est 2 semaines de folie parce que c'est deux circuits complètement différents. On a un Zandvoort qui est un circuit bah, court, hyper sinueux. Et je pense que là, la Ferrari, elle va vraiment briller parce que les Ferrari, elles sont faites vraiment pour de l'aéro. Elles sont pas faites pour pour la ligne droite. Elles sont pas faites pour ça, surtout qu'elles flambent hein, en plus en ligne droite. Donc c'est plus sur de l'aéro, sur les virages. Donc j'ai vraiment hâte de voir comment les Ferrari vont performer là-dessus. En sachant que, bah, bon, même si les Red Bull, il faut le dire quand même, Zandvoort, c'est le territoire de Max. Il y aura que des personnes en orange. Donc ça va être vraiment complètement dingue là-bas. Euh, je vois quand même. Allez, une victoire de Charles Leclerc, parce qu'il va dire à son ingénieur, non, non, moi je rentre pas tout de suite, je rentre dans 10 tours, et ça aura fait le move du siècle. Donc je vois une petite... Ah, il va prendre le tableau
des Ah bah, prédictions. là, tu t'avances sur les Yes! pronos, hein, donc C'est parti, je m'avance sur le prono en même temps. Moi, je me reviens un Leclerc et ensuite un Verstappen, bien évidemment. Et, et je vois bien un Alonso, troisième. Je sais pas, je le sens là, je le sens chaud. Il a juste eu Lewis Hamilton dans les roues, Alonso, mais il aurait pu faire vraiment quelque chose d'extraordinaire, je pense, là, sur Aspa. Donc, Zandvoort, c'est qui est vraiment hyper sinueux. Et après, je pense Monza, où on va avoir vraiment une dominance, je pense, Red Bull. Parce que la Red Bull en ligne droite, c'est vraiment un taureau mélangé à un guépard, mélangé à tout ce que tu veux. Et je pense que ça va être quand même assez intéressant de voir la réaction, comme on en parlait lors de notre dernier podcast, la réaction du public, euh, dernier ou avant-dernier, quand on était à Silverstone. En fait, bah, quand on a un Grand Prix à domicile, comment ça se passe? Là, on a Grand Prix pro Red Bull, premier Zandvoort, et Grand Prix pro Ferrari à Monza. Ça va être une pression au niveau de pilote, au niveau de l'écurie. Je pense même, et je vous l'annonce les amis, qu'à Monza, on aura une stratégie Ferrari qui sera complètement différente de ce qu'on a vu depuis le début de cette saison. Parce que là, ils n'ont pas du tout envie de se planter. Et ils ont une communauté, il suffit d'aller sur Twitter, qui est dévastatrice là actuellement pour Mattia Binotto et toute l'écurie Ferrari, avec juste ces choix-là. Donc hâte de voir ça, hâte de voir Zandvoort, hâte de voir des super beaux dépassements dans des endroits complètement improbables à Zandvoort parce que c'est pas facile de dépasser, il faut le dire. Et à Monza, hâte de voir quelque chose d'intéressant, de voir de la traînée. J'ai peur que ça soit un petit peu, qu'on s'ennuie un petit peu vu que c'est que de la ligne droite quasiment. Et qu'il y a vraiment des grosses différences en termes de puissance. Et aussi, faut se le dire, hein, euh, il n'y a pas la rivalité, on va dire, Max Leclerc, elle n'est pas aussi intense que Lewis et Max l'année dernière, où ça s'est allé jusqu'à failli un accident énorme avec Lewis. Là, Max, il est sûr d'avoir le titre, hein, c'est quasiment déjà joué hein, avec la 6e position de Leclerc. Donc, je pense que ce sera vraiment très calme pour ces deux Grands Prix. Ok, bah, très intéressant. Du coup, je note le Leclerc, Verstappen, Alonso pour Zandvoort. C'est osé. Est-ce que, du coup, tu penses, parce que tu parlais de stratégie, est-ce que tu penses qu'à Monza, il y a des, notamment Ferrari, va arriver avec des nouvelles spécifications techniques? Donc, les nouvelles spécifications, c'est une nouvelle un peu voiture, des spécifications complètement différentes. Tu parles de nouvelles stratégies pour Monza où ils veulent pas se louper. Est-ce que c'est pas trop risqué, justement? Je pense qu'il en reste, j'ai pas regardé là, les derniers changements, mais je crois qu'il en reste quand même encore un petit peu de budget. Un petit peu de budget pour faire quand même des changements. Mais je pense qu'ils vont le faire entre Zandvoort et Monza. Ils ont vraiment, on l'avait dit, hein, c'est chez eux, c'est les tifosi, c'est toute l'Italie qui est derrière une écurie. Ils ont vraiment pas intérêt à se ridiculiser. Donc je pense que vraiment, s'il y a un pari à faire, ce serait de le faire sur Monza. Quitte à même faire des réglages sur la voiture qui soient complètement différents, parce qu'on a une voiture, une Ferrari qui est très agile en virage, mais tout le monde le sait, n'est pas du tout performante en ligne droite. Là, d'avoir complètement un changement d'aéro pour la faire vraiment pour Monza, je serais vraiment hyper intéressé de voir ça, pour venir vraiment titiller une Red Bull. Mais après, il pourrait venir tout chambouler, c'est si elle prend feu, parce qu'on sait que là, les Ferrari, avec les fortes températures, s'il fait beau, et qu'elle tourne à 300, 320, 330 sans arrêt, ça ne prenne pas feu, quoi. Et d'ailleurs, tu fais bien de parler de la température, parce qu'on a vu un paramètre très intéressant à Spa-Francorchamps, qui est assez inhabituel pour ce Grand Prix, qui était le soleil. Et le soleil, ça a chauffé les pneus durs, et du coup, c'était beaucoup plus stratégique de mettre des pneus durs, ce qui arrive rarement, parce que du coup, ils chauffaient bien, ils étaient en bonne température, et du coup, ils concurrençaient les pneus médiums. Donc, est-ce que sur Monza, on peut avoir un combat tactique sur les pneus Pirelli, à ton avis? Vas-y, Hugo, hein. Je sais que tu as envie de balancer le. Non, pour moi, non, je pense pas, non. Vu la gestion des pneus Pirelli, on va avoir, justement, on va plus s'inquiéter pour se dire, bon, bah, il y aura plus de pneus
Et qu'est-ce qu'on va faire sur cette course qu'il y aura combat tactique? Ce sera plus du stress que autre chose. Ouais, Est-ce c'est que, pas est-ce faux. qu'il y aura de la crevaison? Est-ce qu'il y aura de la crevaison? À C'est voir. possible. Avec les températures actuelles, si ça continue comme ça, ouais, je pense qu'il y aura de la crevaison. Et toi, Yo-Yo, pour Zandvoort et Monza, qu'est-ce que t'en penses? Qu'est-ce qu'on peut attendre de Zandvoort? Quel est ton pronostic sur le Grand Prix? Et qu'est-ce qu'on peut attendre du coup ces 2 semaines sous adrénaline avec un combat entre Red Bull et Ferrari? Est-ce que tu penses comme Alex que Ferrari va arriver avec une nouvelle stratégie à Monza? Alors moi, je pense que ça sera deux salles de ambiance. Zandvoort où Verstappen il va dominer chez lui, totalement. Moi, je vois bien un doublé Red Bull et un petit Sainz devant Leclerc. Ok. Donc du coup, tu verrais Euh, Perez ou Verstappen en premier? Verstappen en P1 et Perez en P2. Et Sainz après? Ouais, Yeah. je pense Non, mais que c'est pas- là, entre Leclerc et Ferrari, il y a une scission qui s'est faite. Et il faut changer pas mal de choses chez Ferrari pour que la confiance revienne dans la voiture, dans le personnel. Ouais, ça va être. Ouais, et après, comme disait Alex, on aura des belles batailles, un circuit qui est assez sinueux, des courbes, des lignes droites assez courtes, mais qui te permettent justement d'avoir des beaux freinages et de dépasser un peu n'importe où. Un circuit à l'ancienne, donc où si tu te rates, tu finis dans le bac à gravier. Et ça fait plaisir. Donc voilà. Et sinon, Monza. Je vois pas Ferrari apporter de nouvelles spécificités à Monza, parce que c'est l'un des derniers circuits assez rapides de la saison. Après, tu arrives quand même sur des circuits qui sont assez techniques et sur lesquels tu n'as pas assez de recul justement pour pouvoir apporter une voiture qui te permette d'aller plus loin dans la saison. Par exemple, tu vas à Suzuka, qui est un circuit qui est assez sinueux et où il te faut quand même de l'aéro. Tu vas aussi au Brésil, où c'est sinueux également. T'as quoi d'autre comme circuit à la saison? Il y a le Mexique, Singapour, Singapour, Ouais, Mexique, les États-Unis les États-Unis, États-Unis aussi. Abu Dhabi. et Abu Dhabi. Ouais, voilà. Donc tu es sur des circuits où la ligne droite, c'est pas ce qui fait la Poten- différence. Potentiellement, il y aurait juste le Mexique, mais c'est chaud Exactement. de miser que sur le Mexique. Ouais. Ok. Donc moi, je vois plus des évolutions au prochain Grand Prix, à celui d'après, mais pas à Monza. Et je pense que justement, notre cher Ferrari va devenir une petite Fiat Panda face à Red Bull sur ce circuit-là, et sera l'humiliation suprême. Aïe, aïe, aïe. Les mots durs pour les oreilles d'Alex. Non, de ce Qui... côté-là, Aïe, aïe, non, de aïe. ce côté-là, clairement, je vois plutôt Ferrari ne faire aucune stratégie. Ils auront tellement peur, ils sont tellement faillis dans la saison que c'est sûrement la course sur laquelle ils vont devoir tenter un pari et ils vont pas le faire. Ouais, ouais c'est pas faux, hein. On peut se dire qu'ils vont plutôt miser sur les circuits d'après, Ouais, notamment, notamment, je pense, Singapour, où ils seront peut-être meilleurs. Euh, exactement. est-ce que, est-ce C'est que trop toi, tard. est-ce que toi, t'attends un bouleversement? Parce qu'on parle souvent de la bataille du milieu. Est-ce que Yo, t'attends un bouleversement sur les 2 prochains Grands Prix, euh, que ce soit à Zandvoort ou à Monza, par rapport à cette bataille du milieu? On rappelle que la bataille du milieu, du coup, ça va concerner Alpine, McLaren, Alpha versus As, et versus aussi AlphaTauri, mais surtout AlphaTauri versus Aston Martin, et Williams qui peut peut-être revenir. Est-ce que vous pensez que ces deux circuits peuvent être propices à un peu un bouleversement? Parce qu'on a parlé du top, mais parlons un peu de ce qu'il y a derrière. Est-ce qu'il peut y avoir un bouleversement sur 2 semaines? On sait que les Grands Prix, quand il y a un enchaînement de 3 Grands Prix sur 3 semaines, il y a tout le temps un truc qui va se passer parce qu'il y a une écurie qui n'aura pas prévu. Il va y avoir une couille qui va se passer. Il suffit que tu aies un ingé qui soit malade. Il suffit que ton camion il fasse pas la bonne transition entre la Belgique, les Pays-Bas et Monza. Est-ce que vous pensez qu'il peut y avoir des petits bouleversements comme ça en milieu et bas de tableau?
Alors, ouais, tout à fait possible, et j'irais même plus loin, c'est que, comme on a vu ce week-end, il y a beaucoup d'éléments moteurs qui sont changés, beaucoup de pénalités, et je pense que c'est ce qui fait la différence au final. Ok, intéressant. Et toi, Alex? D'accord. Je suis d'accord, on a oublié de mentionner ça. Comme quoi, bah, effectivement, il y aura du changement moteur, des changements là-dessus, donc qui vont faire des pénalités. Et je pense que ça peut faire la donne sur le fond, parce qu'on n'a pas des monoplaces comme Verstappen en mid-team, en midfield. C'est assez équilibré, je trouve. Qu'en fait, bah, si tu te fais pénaliser, à moins que tu fasses un super départ et qu'il y ait la masse d'accidents, bah, pour remonter, c'est très compliqué. Ouais, ça c'est pas faux. Non, mais je vous parle de ça parce que moi j'ai un espoir pour mon équipe, pour Williams. Ça va être Monza. Ça va être Monza parce que si on regarde depuis le début de la saison, quasiment à chaque fois les vitesses de pointe sont pour Williams. C'est qu'on arrive avec des monoplaces hyper profilées pour de la vitesse de pointe. Et moi j'ai un espoir, c'est que à Monza, on tape un bon classement sur le circuit et qu'on se positionne dans le top 6. Ouais, c'est un peu présomptueux, mais je vois bien un petit Albon se classer comme ça. Ok, merci messieurs. Bah, du coup, pour vous donner mon prono sur Zandvoort, clairement, je vois Verstappen. Genre, il est chez lui, quoi. Enfin, la marée orange, ça va être du. Tout le monde va bouffer du max super max pendant 3 jours. Donc, je vois même pas. Même il peut y arriver les pires pépins techniques. Ce circuit, c'est le sien. Genre, celui-là, je le compte automatiquement pour lui. En deux, en deux je vois bien une Alpine quand même aller chercher. Alonso, il a faim. Tu le vois, il est mort de faim sur ça. Et après, mais peut-être ouais, peut-être en 3 comme yo-yo. Je verrais bien quand même un Verstappen, Leclerc, Alonso. Un petit trio comme ça, avec le meilleur tour pour Verstappen. Je vais peut-être noter ça. Ouais, le Verstappen à domicile, avec Ah toute non, sa troupe. ah bah attends, elle est magnifique cette chanson. On la passera après. Max, Max, C'est Super vrai que Max, Max, c'est Max. vrai qu'ils vont en manger là. Ah bah ça c'est. Mais Alors d'ailleurs, après, je serais curieux de savoir quel temps fera-t-il à Zandvoort cette fin c'était de semaine. ma question juste après, c'est et s'il pleut? Et Et s'il pleut? si il pleut le Alonso number one? C'est pour Ouais, ça que. possible. Ok, bah on verra ça week-end prochain. Donc le 2 et le Et ben les gars, 4 s'il septembre. pleut, la pluie est prévue pour ce week-end. Ah là là La là pluie est là. prévue. Oh là 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 là. Il y a des Ah, averses et passes qui sont prévues, en sachant que les températures les plus fortes sont 24 degrés. wow. Il y a du vent. Ouais. 18 ou 20 km/h de vent, ça va faire la diff. Ouais, Aïe, 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 aïe. les ingés sont déjà en PLS là. Ah, ça va être terrible. D'ailleurs, on n'a pas vu le full schedule, donc on a de la. Ah, mais c'est nickel ça. On a de la F3, de la F2 pour ce week-end. F3, F2 et Porsche Cup. Bon, voilà, c'est impeccable. Donc, Allez. un peu de gomme. Un peu de gomme sur le circuit. Ouais. Bah voilà. Bah, merci messieurs pour ce 10e épisode des Seniors de la F1. Est-ce que vous avez un petit mot à ajouter avant qu'on se quitte ou est-ce que vous êtes en mode déjà max, max, super max? Est-ce que vous êtes déjà dans Rendez-vous ce la semaine mode-là prochaine. avec la victoire Oh, de Charles Leclerc? Leclerc. Voilà. Ouais. Avec J'attends. un tout droit de Leclerc à l'épingle sous la pluie. Leclerc, fais-nous une Alonso là, à Spa. Tu l'envoies dans la stratosphère, dans son public, et tu te récoltes, tu te récupères les lauriers. Ouais, je Ah, crois que s'il fait ça, il ressort pas vivant du circuit non plus. ouais, je pense pas non plus. Je pense pas non plus. C'est pas faux. Bon, messieurs, merci. On se donne rendez-vous la semaine prochaine pour débrief de tout ça et puis pour prévoir la lancée sur Monza
et le théâtre de la vitesse. Merci messieurs, Yes. merci aux Merci. spectateurs, merci aux auditeurs, et puis rendez-vous la semaine prochaine. Merci.